Et vous écoutez Discuter entre les dés, un segment balado de la chaîne Coup Critique. Salut la communauté, c'est moi, Pépé. Oui, encore moi. Je viens encore vous gosser dans vos oreilles avec du qualité audio très personnelle. Première petite capsule audio que je vais faire, elle ne sera pas nécessairement très longue. Je voulais seulement en fait présenter le pourquoi du comment. Et qu'est-ce que je vais faire dans ces petites capsules-là qui font partie de la chaîne Co-Critique, mais qui vont être seulement distribuées en segment audio. Je me suis rendu compte que ma voix était beaucoup plus belle que mon visage se présente sur une caméra. Et c'est bien sûr une blague. Et j'ai décidé, non, en fait, la vraie raison, c'est tout simplement parce que j'ai comme une rage de production de contenu. Et je m'étais dit que pour gagner du temps, il y a des choses que je pourrais parler uniquement en audio et que je pourrais présenter dans le fond, disons, plus rapidement un peu à notre communauté. Et ça va être des segments en fait justement qui vont être plus portés à pouvoir être expliqués en audio, des segments qui vont être aussi plus personnels si on veut sur mes impressions, mes opinions très tranchées sur la société. Non, c'est pas vrai, mais mes opinions vraiment plus tranchées ou sur le monde du jeu de rôle. Ça va être très personnel à ce niveau-là. Je vais vous parler de mes moments troublants de mon enfance dans mes premières parties de jeux de rôle. Ça aussi, c'est pas vrai. Mais je vais vous parler pour de vrai, en fait, justement, de différentes petites anecdotes personnelles qui vont peut-être avoir forgé un peu mon style de DMing et tout ça. Et des petits top 5 ici et là, des petites affaires bien simples. Là. On ne poussera pas nécessairement dans le gros jus et dans les grosses réflexions profondes. Là. C'est pas du tout mon opinion ici. C'est seulement de pouvoir vous balancer un peu de ma voix grave dans vos oreilles durant quelques petites minutes, tout simplement. Donc, je commence cette semaine, outre la présentation, dans le fond, du but de ces capsules-là, je voulais simplement vous faire on commence léger, un petit top 5. Un petit top 5 de monstres que j'apprécie beaucoup, très donjonesque, là, tu sais, qu'est-ce que je trouve qui fit, et qu'est-ce que je vais préalablement souvent mettre dans mes parties, parce que ça va venir me parler énormément. Et c'est ce que je considère pour moi étant des incontournables. Et je ne pense pas que ça va nécessairement vous surprendre. Je pense que je vais avoir des choses qui vont être très communes à tout le monde. Je pense qu'on se retrouve un peu tous dans le même bateau, puis on a tous nos incontournables. Et j'ai mon top 5 à moi, que je réfléchis depuis un certain temps, que j'avais le goût de partager, mais je voulais pas nécessairement vous faire un vidéo de 30 minutes sur le sujet. C'est dans le fond justement ce top 5-là de ces monstres-là de Donjon Dragon. Je vais essayer de me concentrer exclusivement sur la 5e édition, parce que si je voudrais aller dans les éditions précédentes, j'inclurais probablement l'espèce de lion. Il y a un genre de lion roux, c'est une tête de lion avec genre des pattes de lion qui roule. Dans la 2e édition, c'est genre horrible, c'est genre catastrophique, là. C'est cauchemardesque, ça sort d'une peinture baroque de la Renaissance, là. Ça vous saute d'en face, sauf que je vais pas... Justement, je vais rester dans la 5e édition où est-ce que les monstres sont un peu moins sur l'acide et un peu plus commun, on va dire. Donc, on va y aller comme ça. Je commencerai maintenant avec mon numéro 5. Numéro 5, j'y vais avec une valeur très sûre, quelque chose que je considère incontournable, que j'apprécie énormément, autant pour sa variabilité, ainsi que son aspect, on va dire, très commun. Vous allez faire « Ah ouais », les gobelins. Les gobelins, pour moi, c'est quelque chose qui est dans l'âme de D&D. Quand je parle gobelin, c'est gobelin, mais également goblinoïde, on va dire plus au sens large. Je trouve que c'est des créatures qui sont faciles à modifier, que c'est facile à jouer à grand nombre. Les joueurs ont souvent un sentiment d'accomplissement lorsqu'ils réussissent à battre, on va dire, plusieurs de ces créatures-là à la suite dans un combat. Le fait que ce soit des humanoïdes, je trouve ça plaisant de pouvoir justement leur donner des tactiques plus portées sur des humanoïdes, c'est-à-dire avec genre des attaques à distance collées avec des attaques au corps à corps, certains même peut-être des lanceurs de sorts dans le tas.
et du fait que les gobelins ou hobgoblins ou gobelots auront, on va dire, chacun leur petite spécialité, font en sorte que je trouve que ça permet une belle variabilité dans le milieu. C'est vraiment. Je trouve vraiment que c'est des créatures qui sont le fun à RP aussi en tant que DM. Là. Gobelin! Puis je trouve que ça peut aller dans tous les sens. Je trouve c'est vraiment des espèces de no-brainer. Là. Si vous. Des aventuriers, là, des premiers niveaux, là, vous leur mettez des gobelins d'impact, puis c'est toujours le fun, minimalement. Et ce qui est surprenant, c'est que plusieurs gobelins peuvent devenir, surtout la cinquième, plusieurs gobelins peuvent devenir une vraie menace, là, c'est pas de blague. Fait que c'est vraiment mon numéro 5, les gobelins. Numéro 4. Mon numéro 4. numéro 4. Numéro 4 aussi, disons, un trait connu depuis les éditions précédentes. Quelque chose qui, à chaque fois qu'il va popper, peu importe le level du joueur, parce que souvent il y en a plusieurs qui sont adaptés à différents niveaux, les joueurs vont toujours être très impressionnés, vont toujours faire une petite pause, vont faire ah, tabarnache, pas cette affaire-là. Et je parle bien sûr du golem. Le golem, c'est vous voulez un robot, mettez un golem. Vous voulez genre un scientifique fou qui a créé une créature, mettez un golem. Vous voulez une monture qui a une forme humanoïde, mettez un golem. Vous pouvez faire plein de choses avec un golem. Un golem, c'est de la richesse en barre parce qu'il y a un très grand background qui est associé à ces créatures-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites avec un golem. Et justement, du fait que il y en a toutes les sauces, que je parle autant des livres officiels que dans des tierces livres, comme par exemple des éditions Cobalt. Il y a vraiment le Cobalt Press, je veux dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ces créatures-là, et c'est toujours un ennemi qui va être dans les pattes des joueurs, même si souvent ils n'ont pas nécessairement les tactiques les plus incroyables. C'est souvent des gardiens ou des monstres qui vont être très réactionnaires face à une action que les joueurs vont poser. Je trouve toujours qu'ils apportent leur petite richesse. Là. Ils ont tout le temps un petit... c'est tout le temps plaisant là, de se pogner contre un golem puis de faire comme ah mon dieu, ok, lui il débarque là, au travers de plein d'autres monstres, il y a un golem, puis vous savez que celui-là, ça va être un méchant morceau parce que souvent ils ont des résistances, souvent ils ont des capacités selon leur type de golem, puis des fois c'est pas toujours facile de savoir à la base, comme justement en restant dans le volume de Cobalt Press, il y en a une tétra sorte qui est proposée. Il y a vraiment beaucoup de sortes de golems. On parle autant du golem fait en feuille de papier que genre un golem qui est fait en tonneau de bière pour les nains. Et oui, ça peut avoir de la ridicule un peu vite comme ça, mais je trouve toujours que ça apporte son petit côté d'une force inarrêtable. C'est toujours quelque chose qui n'a pas une volonté propre. Tu ne peux pas commencer à avoir des conversations avec eux. Ils sont là pour faire leur job, qui est souvent de vous foutre une raclée, et ça va toujours être très difficile de pouvoir éviter cela. Numéro 3. Mon numéro 3, un autre que je dirais très incontournable, qui vient aussi des éditions précédentes, et je parle des Ooze, en particulier un cube gélatineux. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai un de tatoué sur le corps, j'en ai un tatoué sur le bras, un cube gélatineux qui a avalé un aventurier. Je trouve que c'est vraiment incroyable d'avoir cette espèce d'aspirateur vivant qui se promène dans les donjons et qui nettoie derrière lui, parce que, à la même manière qu'un golem, tu vas pas avoir de conversation avec lui, tu vas seulement devoir être une victime de son état. Et c'est tellement ridicule. C'est d'un ridicule à la fois menaçant et impressionnant de voir juste une gigantesque masse gluante se promener, assimiler des trucs, ou les brûler, ou bref, là, avec de l'acide, ou peu importe, là, tout simplement pour dire que ça fait partie de ces créatures-là que on s'attend jamais vraiment on sait pas à quoi s'attendre lorsque ça pop,
Et quand ça pop, on est toujours un peu pris de genre, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu par là? Je vais-tu par là? Je vais-tu je vais-tu virer de bord? Faut-tu que je me batte? Parce que, encore une fois, c'est surtout très réactionnel face à un événement. Ça fait sa job, tout simplement. Ben, sa job, ça y va avec ses instincts primaires d'aberration. Ça se promène, ça fait ce qu'il veut. Et j'ai toujours trouvé ça très iconique comme créature, une espèce de belle image d'un beau cube gélatineux vert qui remplit des corps, des restes de ces derniers-là. J'ai toujours trouvé ça, à la limite, poétique, je dirais. C'est une petite poésie en soi qui est pas désagréable. Tu on s'entend, là. Numéro 2. Numéro 2, là, je change de registre vraiment dans le style. C'est des créatures que je trouve qui sont incontournables pour, encore une fois, un peu à la même manière que les gobelins, je dirais, dans leur richesse, dans le côté RP qu'elles peuvent apporter avec elles. Et je parle des hags. J'ai pas tant utilisé cette créature-là auparavant jusqu'à ce que je me mette à DMer Curse of Strahd pour la 5e édition. Et dans cette aventure-ci qui se déroule en Barovie, dans une espèce de setting de Ravenloft là, avec les vampires et tout, très gothique, il y a plusieurs séquences qui peuvent être mises de l'avant avec un coven de hag qui peuvent avoir ou non leur importance on va dire dans le scénario selon où est-ce que vous vous dirigez, vos joueurs. Et mon Dieu Seigneur, j'ai vraiment découvert le plaisir, le fun de jouer ces monstres-là qui ont toujours un pas de l'avant sur les joueurs. C'est tout le temps des personnages qui ont une richesse, une intelligence, une sagesse qui ont fait en sorte qu'ils ont toujours prévu quelque chose. Ils ont tout le temps un objectif sur le long terme. C'est pas du day-to-day, se nourrir et nourrir, dormir, puis tout. Là. Non, ils ont vraiment... Souvent, ils ont un but. Ça me rappelle, c'est quasiment jouer un NPC humain, dans le sens que il va avoir sa vie, il va avoir ses objectifs, mais avec un petit plus-plus, parce que c'est des foutues sorcières. Et c'est ce que je trouve vraiment très cool avec les hags, c'est que c'est vraiment ça a une possibilité infinie de personnalisation, de caractérisation qui peuvent être utilisées vraiment à toutes les échelles et de toutes les sortes de hags, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de sortes maintenant. Dans la 5e édition, ils en ont rajouté aussi, puis même encore une fois dans les tierces livres, il y en a d'autres qui ont été rajoutés que je trouve qui peuvent très bien s'imbriquer dans un système générique. Et c'est tellement des belles créatures qui ont comme une espèce de synergie entre elles, justement le concept des coven, où ça peut être une des rares fois que je trouve ça quasiment plaisant de faire interagir des NPC entre eux, parce que ils ont chacun ils vont chacun avoir leur petite saveur en soi sans nécessairement tomber dans le caricatural. Ils vont avoir des profondeurs qui peuvent être apportées à ça. Je trouve ça très cool pour ça. Et encore une fois, c'est un personnage qui va tellement être plaisant à incarner, même sur le long terme. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles interactions qu'il peut avoir avec les joueurs, même si les joueurs vont souvent savoir qu'ils sont foncièrement mauvaises. Des fois, il peut y avoir des moments où ces sorcières-là, ces hags-là vont avoir des points qu'ils peuvent apporter, faire des deals avec des joueurs, puis c'est comme un peu nuancé, c'est un peu gris cette zone-là, jusqu'où ils peuvent faire dans le fond des espèces de rendre des services magiques à certaines personnes en échange de contrats, des choses comme ça. Et je trouve que c'est la beauté de la chose, c'est que cette espèce de zone grise-là, cette espèce de richesse de personnages-là vont amener justement cette personnalisation-là de la créature qui fait en sorte que c'est pour moi, c'est un de mes gros coups de cœur. Numéro 1. Ok. Numéro 1. Je vais vous en surprendre plusieurs. C'est vraiment... c'est inattendu. Pour moi, c'est quelque chose que je peux pas... que je peux pas passer sous silence. Vous allez probablement tomber en bas de votre chaise lorsque je vais mentionner ça. C'est les Moldron, des espèces de petites créatures qui vivent dans le plan de Mécanus, l'espèce de plan un peu statique. C'est des petites créatures mécaniques.
Et non, c'est complètement de la bullshit ce que je suis en train de dire, c'est pas vrai. C'est les Illitides. Voyez-vous, moi, je suis un gars de classique. J'aime beaucoup mes valeurs sûres. J'aime beaucoup les Illitides pour des raisons. Les Illitides, là, pour ceux qui peuvent ne pas être, exemple, familiers avec ce terme-là, c'est les flagelleurs mentaux. Là, c'est un flagelleur mental, espèce de créature bipède avec une face de poulpe, qui est très bien représentée dans les vidéos d'intro de Baldur's Gate 3. Dans le fond, les Illitides, c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est terrifiant, c'est puissant, ça peut faire des boss incroyables. C'est des créatures qui ont une originalité. C'est surtout ça qui vient me chercher, au-delà de la Hag, qui est la sorcière du petit chaperon rouge, ou des gobelins qui ont été représentés, dans le fond, dans d'autres médias. L'Illitide, c'est très Donjon Dragon-esque. Tu sais, avec le Beholder, je trouve que ça représente beaucoup l'âme de Donjon Dragon. Et c'est en soi, je trouve, des créatures justement qui représentent très bien cet aspect alien, là, cette espèce d'aspect étranger. Là, ils n'ont pas rapport sur le terrain où est-ce qu'ils sont présentement, sur la Terre, en Faerun par exemple. Ils sont là, puis ils foutent la merde. C'est vraiment des créatures qui, autant dans leurs objectifs personnels que social, ils ont des buts qui vont toujours aller contre, qui vont toujours être contre, on va dire, le bienfait de l'humanité. Et autant que ce soit dans leur concept au quotidien, en tant que créature, autant que ce soit dans leur concept en dehors d'une game, dans le sens que vous allez lire l'espèce de chapitre sur les Illitides, par exemple, dans je pense que c'est Volo Guides of Monsters, je crois que c'est dans celle-là. Il y a un long chapitre sur les Illitides qui est expliqué, et c'est comme super intéressant de voir comment est-ce que le fonctionnement de cette société-là fonctionne avec le Elder Brain et espèce de gros cerveau qui va gérer tout. Tout est dans l'espèce de bienfait commun et tout ça, puis de se faire, de comme trouver un endroit sécuritaire pour pouvoir prospérer, capturer des gens, les transformer en Illitides, l'espèce de trucs où est-ce qu'ils vous mettent un verre dans l'oreille puis vous allez vous transformer en Illitide. Je trouve que c'est absolument effrayant, et ça pousse vraiment plus loin l'espèce de côté parasite. On est loin d'un genre de vampire qui va mordre quelqu'un puis que la personne va se transformer en vampire. Non, là, c'est un parasite qui embarque en toi et qui va, dans le fond, te changer en quelque chose de complètement non naturel, et ça va être douloureux, ça va être déplaisant. Et il y a un moment où tu vas être rendu un Illitide, tu ne seras plus du tout toi, tu vas être dans cette autre créature-là, tu n'auras plus de volonté propre. Et je trouve que l'Illitide est cette espèce de machine, pas de machine, mais cette espèce de créature parfaite, mais oui, j'utilise le terme une machine, on va dire sans défaut, dans le sens qu'ils ont cette espèce d'attrait à la perfection de leur société. Puis ça, je trouve ça très cool. Et ça aussi, c'est très plaisant à jouer, parce que c'est également, tout en étant très menaçant pour les joueurs, parce qu'on ne sait pas non plus trop à quoi s'attendre, autant c'est très on va dire, riche en termes de possibilités de roleplay. Les Illitides vont avoir une personnalité un peu à la même manière que les gobelins, comme je mentionnais tout à l'heure. Ils peuvent avoir des objectifs différents, surtout à mesure qu'ils vont évoluer, si on veut, dans l'ombre de l'homme, comme par exemple dans Waterdeep, il y en a un qui se cache avec Xanator et tout ça. Il y a vraiment une belle richesse à aller chercher à ce niveau-là, et je trouve que c'est le monstre, pour moi, mon monstre préféré de Donjon Dragon de la 5e édition. Donc, c'est tout. C'était tout. C'était ça mon premier petit discuter entre les dés. C'est très, comme je vous dis, c'était très la bonne franquette. J'étais assis là avec mon petit verre de vino cheap, puis je vous jase de petites choses dans vos oreilles pendant que vous faites probablement d'autres choses. Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous êtes en train de nourrir vos chats, ou vous regardez la température dehors parce que de toute façon c'est une pandémie, vous êtes pas en dedans, mon petite merde. Mais ça pour dire que ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez aimé cette espèce de petits segments-là un peu plus personnels. Puis on va dire à bientôt pour une prochaine discussion entre les dés.